Donc, bonsoir à toutes et tous. Donc, comme a dit Yvan, donc ce soir, nous allons passer en revue l'examen sur la consolidation, qui était composé de 5 problèmes. Donc, je vous propose de passer à travers les 5 problèmes et de voir justement ces solutions qui sont proposées. Donc, le premier problème, c'est sur les equity accounting, donc sur la situation initiale. Donc, les points importants qui sont à relever sur cette situation initiale, du coup, c'est tout ce qui concerne, de voir à quelle date l'on se situe, quels sont les pourcentages, quels sont les acteurs qui sont concernés. Donc, si on passe en revue la donnée, donc on peut déjà voir qu'au 1er juillet, donc la société MSA acquiert 30% de ASA. Le prix d'achat nous est également donné. On sait aussi qu'une des particularités de cette acquisition, c'est que la société mère tient ses comptes en IFRS, donc IFRS, et que la société A tient ses comptes en RPC. Donc, cela veut dire qu'il y aura certainement quelques ajustements à faire au niveau des évaluations entre les deux sociétés. Justement, donc, en parlant d'évaluation, de différence d'évaluation, donc on mentionne les biens immobiliers qui sont évalués, dont la fair value est à 400, avec un amortissement de 175, et ASA a aussi des IMO corporels qui sont pour une fair value de 290, mais qui ne sont pas activés en RPC. Donc, autre point aussi important lorsqu'on est en fair value, donc il s'agit des impôts. Donc, on nous donne aussi un taux d'imposition de 20% pour les deux sociétés. Donc, à ce niveau-là, nous n'avons pas de différence. Si je veux supprimer. Donc, le premier problème, c'est justement de déterminer le goodwill à l'acquisition des 30% de ASA au 1er juillet. Donc, si on va directement à la solution. Donc, voilà. Donc, au niveau des capitaux propres, au 1er juillet, donc, on a les 1388 qui nous sont donnés. Et ça, ce montant de 1388, cette valeur de 1398, c'est selon les Swiss GAAP RPC. Donc, et nous, ce que nous voulons, c'est avoir la fair value des capitaux propres en IFRS. Donc, il y a 2 ajustements à faire qui nous avaient été donnés dans la donnée. Donc, au niveau des biens immobiliers, donc on cherche une valeur nette. Donc, les 225, il s'agissait des 400 francs, des 400K donnés, moins les amortissements de 175, ce qui nous donne 225 de valeur. Mais comme nous cherchons la valeur nette, il faut appliquer il faut tenir compte des impôts de 20%, donc on prend 80%, ce qui nous donne 180. Idem pour les immobilisations incorporelles, où là, la valeur en Swiss GAAP RPC était nulle, et donc on a l'ajustement total de 290, sur lequel on applique les 80% pour retrouver une valeur nette de 232. Donc nos 100% en IFRS se montent à 1800. On sait qu'on a acquis 30%, donc le 30% de 1800, c'est 540, et le prix d'achat qui nous a été donné est de 750. Donc, le prix d'achat moins la valeur des capitaux propres de 540 nous donne un goodwill de 210. La deuxième question du problème était la comptabilisation justement de cette acquisition des 30%. Donc, nous sommes dans les equity accounting. Du coup, avec 30%, on est dans une méthode de mise en équivalence. Donc, la participation dans des entreprises associées à liquidité pour l'acquisition des 750. Le problème C, donc c'était une question théorique avec justement sur l'IAS 28. Donc, qu'entend-on par influence notable? Donc, en reprenant simplement les IAS 28, donc l'influence notable, c'est le pouvoir de participer aux décisions de politique financière et opérationnelle de l'entité émettrice
sans toutefois exercer un contrôle ou un contrôle conjoint sur ses politiques. Donc, on a une présomption d'influence notable à partir de 20% des droits de vote. Et pour 50%, on parle de contrôle conjoint. Au-delà, on exerce un contrôle. Ensuite, on avait le problème D. Donc là, aussi, le point important, c'est de savoir à quelle date l'on se trouve et qu'est-ce qui s'est passé entre le moment de l'acquisition et le moment du 31 décembre 2024. Vu qu'on est dans une equity accounting, donc c'est vrai que le travail sera justement d'ajuster la valeur de la participation au 31 décembre 2024 en tenant compte justement des faits qui se sont déroulés entre le moment de l'acquisition au 1er juillet et le 31 décembre. Donc là, on nous donne 3 événements qui ont eu lieu. Donc, la société ASA qui a versé un dividende de 50, la société A qui a vendu à la société mère des produits semi-finis avec un bénéfice de 30 et le bénéfice de A pour toute l'année qui s'élève à 199. Donc, quel est l'impact de ces 3 événements sur la valeur de la participation de la société associée? Et l'exercice aussi c'était de passer les écritures comptables les écritures de consolidation au 31 décembre. Donc, tenir compte justement aussi. Donc, la première écriture, c'est le transfert de participation de 750 à l'acquisition. Donc, participation dans des entreprises associées à participation. Donc, le reclassement pour justement pour identifier ces participations dans des entreprises associées. Ensuite, le dividende. Donc, les 3 écritures suivantes, donc le dividende, les éliminations des bénéfices intermédiaires et le bénéfice, donc correspondent justement à la question, aux 3 événements mentionnés dans le problème D. Donc, la société A a distribué un dividende de 50 à ses actionnaires. Donc, la société mère a touché 30% de ces 50. Et comme nous sommes en consolidation, donc nous devons éliminer en fait le produit financier de la société mère et la contrepartie, c'est la participation dans des entreprises associées. C'est vrai que si on avait été dans une méthode de consolidation globale, la contrepartie, l'écriture d'élimination aurait été produit financier à charge financière. Mais là, étant donné qu'on est dans une mise en équivalence, donc tout l'exercice consiste à réévaluer la participation dans les entreprises associées au 31 décembre 2024. Donc, la première écriture, l'élimination du dividende. La deuxième, donc il y a eu aussi un bénéfice intermédiaire. Donc, c'est le même principe. Donc, un bénéfice de 30, on sait que c'est 30% de participation. Donc, ça nous donne les 9. Et également, l'écriture, donc résultat issu de participation dans les entreprises associées à participation dans les entreprises associées. Pour le bénéfice, donc on nous a donné le bénéfice au 31 décembre et le bénéfice au 1er juillet. Donc le bénéfice du premier semestre, donc les 79, ils ont déjà été pris en compte au moment de l'acquisition. Du coup, au 31 décembre 2024, l'ajustement ne se fera que sur le bénéfice du deuxième semestre. D'où les 199 moins les 79, donc 120. De nouveau, on applique les 30% et les 36. Donc, du coup, pour le bénéfice, donc notre participation dans nos entreprises associées, la valeur va augmenter dû au bénéfice réalisé dans la société ASA et la contrepartie résultat issu de participation dans des entreprises associées. Ensuite, si l'on se souvient du problème A, il y avait 2 écritures de réévaluation qui avaient été nécessaires pour passer des comptes RPC aux comptes IFRS. Donc, le premier, c'était sur les biens immobiliers. Donc, à nouveau, on sait que si on reprend la donnée pour ces biens,
Voilà, donc on sait que donc les biens immobiliers, ils sont amortis sur une durée d'utilisation restante de 18 ans. Et pour les immobilisations incorporelles, donc la durée d'amortissement est 5 ans. En outre, on nous dit que ces deux biens, enfin ces biens immobiliers et les immobilisations incorporelles sont amortis linéairement selon le manuel IFRS. Dans la première partie, nous avons justement évalué la fair value au niveau au 30 juin au 1er juillet, donc 180 pour les biens immobiliers, 232 pour les immobilisations incorporelles. Et en prenant la partie D, donc du coup l'ajustement à faire au niveau de la participation, ben, c'est tenir compte de ces amortissements sur les biens réévalués. Donc, pour les biens immobiliers, on retrouve nos 180 sur lesquels on applique les 30%, comme à la première partie. Et ensuite, donc, on a un amortissement sur 18 ans, donc, ce qui nous était donné, et un amortissement linéaire. Donc, étant donné que nous n'avons qu'un semestre, on divise encore par 2, ce qui nous donne un ajustement de 2. Donc, notre valeur de la participation va diminuer de 2 et l'écriture est donc résultat issu de participation dans des entreprises associées à participation dans des entreprises associées. On va faire le même calcul pour les valeurs incorporelles. Donc, le 232 qu'on avait calculé sous le point A, auquel on applique les 30%. Dans ce cas présent, l'amortissement il est linéaire sur 5 ans, donc divisé par 5, divisé par 2 pour avoir un amortissement sur 6 mois. Et l'écriture est la même que précédemment, donc résultat issu de participation dans des entreprises associées à participation dans des entreprises associées. Donc voilà pour le premier problème. Donc c'est vrai que les difficultés, c'était de ne pas oublier de tenir compte des impôts de 20% et également de bien savoir où l'on se situe avec les dates et voilà, et les différentes étapes justement pour les réévaluations entre une comptabilité en RPC et une comptabilité en IFRS. Donc le problème numéro 2, donc celui-là il est plus conséquent, donc 40 points. Donc là, c'est un problème, c'est toute la consolidation, une consolidation globale. Donc là, il y a beaucoup d'informations également, et donc il faut bien se repérer afin de ne pas se perdre. Donc, la situation initiale, donc c'est le 1er janvier 2018 que la société Dold acquiert 80% des voix de EFRA SA. Ensuite, donc, il nous donne des indications, plusieurs événements qui sont déroulés entre 2018 et le moment le moment où on devra faire les comptes consolidés, qui est au 31 décembre 2023. Donc, c'est vrai qu'on a donc 5 ans se sont déroulés et donc plusieurs événements ont eu lieu en 2019, 2020, 2023, également 2023. Donc, on verra ces différents impacts avec la solution un peu plus loin. Mais le premier problème, donc le problème A, donc c'était de nouveau une question théorique où on nous demandait quel était quoi que c'était l'OCI et quels étaient des postes possibles. Donc, en prenant vos IFRS, on retrouve les définitions de l'OCI. Donc, ce sont les produits et les charges qui ne sont pas comptabilisés dans le compte de résultat qui sont inscrits en OCI. Et comme exemple, on a les couvertures de flux de trésorerie, les réévaluations d'IMOCORP ou les écarts de conversion de monnaie étrangère. Donc, le premier problème, c'était simplement une petite question théorique. Quant au gros du problème, c'est au niveau du problème B, où là, la question était, donc on nous donnait un tableau avec différentes valeurs qu'on devait compléter et justifier justement les montants de correction ou les montants des différentes positions.
au 31 décembre 2023. Donc, c'est vrai qu'à première vue, donc, là aussi, il y a beaucoup d'explications qui sont données dans ce paragraphe. Après, c'est vrai que c'est plus au niveau de la consolidation. En fait, on peut déjà remplir certaines cases dans le tableau sans avoir besoin de faire beaucoup de recherches. Et c'est toujours bien de gagner du temps comme ça, parce que logiquement, sur ce genre de tableau, ben, on sait qu'au niveau des sociétés seules, DOL SA, EFRA SA, ben, il n'y a aucun intérêt minoritaire, ni goodwill. On sait que dans EFRA SA, il ne peut pas y avoir un montant pour la participation dans EFRA SA. Donc, ces cinq cases, on a zéro. Donc, c'est assez évident. Et donc, du coup, le reste, ben, après, c'est de calculer, toute la difficulté de calculer les autres valeurs. Mais prenons point par point. Au niveau de la participation dans EFRA SA, donc, dans la donnée, on nous dit que EFRA SA a été acquis, le prix d'acquisition était de 940, mais il ne faut pas oublier qu'en 2019, donc en 2019, Doldesa a augmenté son capital action. Non, ça c'est pour le point d'après. Mais en 2020, donc EFRA SA a augmenté le capital action de 150 millions avec un âge de 90 et Dold SA exerce ses droits de souscription. Donc on sait que Dold détient 80% de EFRA SA. Donc au moment de l'augmentation de ce capital, il ne faut pas oublier de prendre en compte que Dold a exercé ses droits et donc a acquis 80% de cette augmentation de capital avec l'agio de 90. D'où la valeur de la participation, qui se découpe en deux fois. Il y a beaucoup de pages. Donc, le premier prix d'acquisition à 940, l'exercice des droits de souscription, donc le 80% de 150 plus de 90, donc le capital action et de l'agio, qui nous donne 192, et une valeur de participation dans EFRA SA au 31 décembre 2023 de 1132. Et donc, la participation, on sait qu'au niveau consolidation, elle doit être éliminée. Donc, du coup, on peut également mettre les moins 1132 au niveau des corrections pour avoir une participation au niveau du groupe à 0. Donc, le goodwill. Donc, comme pour le premier exercice, donc, on a les prix d'acquisition, on a les valeurs des capitaux propres. Donc, le prix d'acquisition, il est de 940. Les capitaux propres, donc au moment, parce que le goodwill est calculé au moment de l'acquisition, donc les capitaux propres selon le PPA, donc 900 qui était donné, donc si je reprends, ben, c'était le capital action de EFRA qui était à 600 avec des réserves issues de capital 300, donc non 900, sur lequel on a acquis 80%, donc 720. Donc c'est vrai qu'au moment de l'acquisition, le goodwill était de 220. Par contre, comme on se situe au 31 décembre 2023, il y a un impairment qui nous a été donné, qui a été effectué. Donc, l'impairment qui a été effectué en 2023. Donc, ici, il était procédé à un impairment de 95 sur le goodwill lié à l'acquisition de EFRA SA. Donc, notre 220 moins les 95, ce qui nous donne un goodwill de 125 au niveau du groupe, au 31 décembre 2023. Ensuite, au niveau des capital actions, donc dans la donnée, on a vu qu'il y avait une première augmentation de capital pour Dold SA et une deuxième augmentation, et une autre augmentation de capital pour EFRA SA. Donc, ce qui nous donne en résumé, donc, dans Dold SA, au niveau du capital action, donc on était à 1200, on a augmenté de 450, ce qui nous donne 1150. Et même logique pour EFRA SA, on arrive à 750. On peut reporter dans notre tableau. Et si on reste sur le capital action, on sait qu'au niveau de la consolidation,
eh ben, le capital action est celui de la maison mère, donc 1650 de Dold SA. Donc, on élimine les 750 du capital action de EFRA SA. Ensuite, au niveau des réserves issues du capital, donc même logique que le point précédent. Donc, les deux augmentations de capital ont également fait l'objet, enfin, ont également fait l'objet oui, d'un agio. Donc, 360 au niveau de Dold et 90 au niveau d'EFRA. Donc, si on les rajoute aux réserves issues du capital au moment de l'acquisition, donc on arrive à 510 pour Dold et 390 pour EFRA. On peut reporter dans notre tableau aussi ici. Du coup, en ayant déjà complété les zéros, donc là, on a à ce point-là, à ce moment-ci, on a déjà complété les colonnes pour les entités DOT SA et EFRA SA. Et maintenant, donc nous pouvons aller à la suite. Donc pour les réserves issues du capital, donc là aussi, on sait qu'au niveau de la consolidation, ben, les seules réserves issues du capital sont celles de la maison mère qui doivent nous rester, donc les 510. Après, attention au niveau de la correction que vous avez peut-être déjà reçue, l'élimination était faite en une fois, mais il y a une petite correction car c'est vrai que la part des intérêts minoritaires sur l'augmentation du capital de EFRA SA n'a pas été prise en compte. Donc, vous allez recevoir, enfin, on va vous redonner la version corrigée. Donc, on arrive aux réserves issues du capital. Non, réserve issues du capital, c'est la page d'avant. Donc, les 390. Donc, du coup, oui, on élimine les 390, mais en deux fois. C'est 48. Donc, c'est les intérêts minoritaires sur l'augmentation du capital. En fait, c'est les 20% de 150 plus 90. 48. Donc, on élimine ici. La contrepartie, ben, ça vient contre nos intérêts minoritaires. Donc, c'est vrai qu'aussi, un des checks qu'on peut avoir au niveau des corrections, c'est que si on corrige d'un côté, on doit avoir une contrepartie ailleurs. Donc, c'est vrai que la réserve issue du capital, les intérêts minoritaires sont augmentés de ces 48. Et du coup, les 342, on élimine encore les 342 pour arriver à nos 510. Donc, les réserves issues de bénéfices qui nous étaient données. Donc, maintenant, le travail consiste à passer les corrections nécessaires pour déterminer les réserves issues de bénéfices au niveau du groupe. Donc là, il y a plusieurs points à prendre en compte. Donc, le premier point, c'est les augmentations de réserves issues de bénéfices depuis l'acquisition, donc les intérêts minoritaires. Donc, c'est les 20% de 90. De ces 90-là, donc les 20% des intérêts minoritaires, on les retire et on vient les ajouter aux intérêts minoritaires en dessous. L'autre point, donc, c'est aussi l'élimination des dividendes de la majorité, enfin, des majorités. Donc, c'est vrai qu'il y a un dividende total de 20% de 750. Ça nous était donné. Donc, si on reprend la donnée au niveau des distributions de dividendes, donc voilà. Donc, en 2023, donc Doldesa verse un dividende de 15%, mais Doldesa est la société mère, donc du coup, nous n'avons rien éliminé en consolidation. Par contre, EFRA SA a versé un dividende de 20%, calculé en pourcentage du capital action. Donc, au moment de calculer la distribution de dividendes de 20%, le capital action de Dold SA, qu'on a calculé un peu plus haut, était de 750. Donc, les 600 plus les 150 d'augmentation, ce qui nous donne donc 20% de 750, ça nous donne les 150. Comme la part majoritaire, c'est 80%, donc le 80% de 150, c'est 120, qu'on vient justement impacter au niveau des réserves issues du bénéfice. Et la contrepartie, vu qu'on est la majorité, donc les 120 viennent en diminution des bénéfices annuels de la majorité. Donc toujours ces balancements entre les réserves et les bénéfices et les intérêts minoritaires.
L'élimination dividende des intérêts minoritaires, donc aussi les 20% de 150. Donc pour la maison mère, on a éliminé les 120 du bénéfice contre la réserve issue des bénéfices. Et pour les intérêts minoritaires, donc on diminue les intérêts minoritaires contre la réserve issue des bénéfices aussi. Et là, on retrouve nos 150 qui correspondent aux dividendes versés par EFRA, aussi bien à la majorité qu'aux minoritaires. Les intérêts minoritaires, donc en complétant déjà non, j'ai oublié les impairments. Donc, les réserves issues des bénéfices, on a vu qu'au niveau du goodwill, un impairment de 95 a été mentionné pour 2023. Donc, cet ajustement de valeur, on doit aussi en tenir compte au niveau de la réserve issue de bénéfices, donc les moins 95, du coup, aussi pour avoir le balancement. Donc, finalement, nous avons quatre corrections qui viennent impacter les réserves issues de bénéfices. Donc, les moins 18, les plus 120, les plus 130, les moins 95, et on arrive à 980 au niveau du groupe. Au niveau des intérêts minoritaires, donc on a vu que les 18, on les a calculés plus haut, les 48 également, les 30 aussi. Donc les 180, si on reprend, donc les 180, en fait, ils correspondent aux intérêts minoritaires lors de l'acquisition. Donc, on était à 900 au moment de l'acquisition, donc c'était le capital action de 600, plus les réserves issues du capital de 300. Donc 20% de 900, 180, qui sont nos intérêts minoritaires. Ensuite, donc l'augmentation des réserves issues du bénéfice, donc ça c'était ce qu'on a vu avant ici. Les intérêts minoritaires lors de l'augmentation du capital, aussi c'était le point que j'ai mentionné plus tôt. Les éliminations de dividendes des intérêts minoritaires, c'est le point qu'on a vu aussi également ci-dessus. Et donc, il reste encore le point sur le bénéfice en fait de EFRA SA. Donc, également, il faut tenir compte des intérêts minoritaires sur ces 75 de bénéfices de EFRA SA. Donc, ça nous donne les 15. On vient donc diminuer notre bénéfice annuel du groupe de 15 et la contrepartie, c'est les intérêts minoritaires. Donc voilà, comme on avait fait pour les 90 de la réserve issue de bénéfices, nos 18, les 75 également, on tient compte des 20% des intérêts minoritaires. Donc avec toutes ces corrections, nous avons des intérêts minoritaires au niveau du groupe pour un montant de 231. Et un bénéfice annuel au niveau du groupe de 105. Donc voilà pour ce tableau. Donc c'est vrai, pas mal d'informations aussi également. Donc bien suivre les dates et voilà. Et le problème C, donc là également, donc là on est un step plus loin. Donc on a vu qu'on avait fait notre consolidation le 31 décembre 2023. Et là, Dold a décidé d'acquérir 10% supplémentaires au 1er mars 2024. Le prix d'achat nous est donné, les 107 millions. Et donc, on nous demande de passer les écritures, d'indiquer les écritures nécessaires au niveau des comptes individuels et consolidés. Donc, au niveau des écritures dans Dold SA, donc la maison mère, qui a acquis 10% en plus pour 107, donc participation dans EFRA SA à liquidité, 107 millions. Des écritures au niveau de EFRA SA, donc il n'y a pas d'écriture en fait au niveau de EFRA. Et par contre, au niveau de la consolidation de Dold Group, donc là aussi, du coup, il faut bien reprendre les données précédentes. On avait des intérêts minoritaires au 31 décembre 2023 pour 231. Donc là, attention, c'est vrai que vu que la première correction donnait des chiffres différents, donc la partie ici est aussi un peu différente.
Donc 231, on sait que c'est les intérêts minoritaires. Ensuite, donc 231 au 31 du 12 2023, et on nous donnait un bénéfice. On nous donnait un bénéfice de 135 millions entre le 1er janvier et le 29 février 2024 pour EFRA SA. Donc, à nos intérêts minoritaires du 31 décembre, on rajoute également les intérêts minoritaires sur le bénéfice des 2 premiers mois de l'année 2024. Donc 20% de 135, plus les 231, on arrive à 258 millions pour la valeur des intérêts minoritaires. Et ces 258 millions correspondent à 20%. Donc, on sait que DOLD SA acquiert 10%, donc la moitié de ses intérêts minoritaires, donc 258 divisé par 2, qui nous donne 129. On a notre prix d'acquisition à 107 pour les 10%, et donc cela nous donne un écart de moins 22 millions pour l'acquisition de cette nouvelle participation. Et l'écriture comptable à passer, donc la première, c'était les 107 millions, donc on vient diminuer nos intérêts minoritaires du groupe et la participation pour 107 millions, et les 22 millions également intérêts minoritaires à réserve issus du bénéfice, 22 millions. Il était également mentionné dans la donnée que si vous n'aviez pas trouvé de réponse à la partie B, vous pouvez partir de l'hypothèse de 200 millions pour les intérêts minoritaires. Donc, avec les 200 millions, en reprenant les calculs, donc on aurait des intérêts minoritaires pour 227 et donc un écart de 6 millions, moins 6 millions au lieu des moins 22. Donc voilà pour le deuxième problème. Le problème 3, donc c'est un problème sur les tableaux de flux de trésorerie consolidés également. Donc, selon la donnée, nous, on se situe au niveau de la clinique dentaire SA. Donc, on voit que le périmètre de consolidation, c'est les 3 cliniques, 1, 2 et 3. À part ça, c'est vrai qu'il nous donnait les bilans consolidés, le compte de résultats consolidé également. Et donc voilà pour les données. Donc c'est beaucoup d'informations qui nous seront utiles pour la suite. C'est vrai que si on prend la solution, donc le tableau de flux, c'est vrai qu'au final, il n'y a pas beaucoup d'éléments à compléter. Mais le premier problème, donc le problème A, ce qui était aussi un problème théorique, donc de définir quels étaient le type d'activité des quatre opérations qui nous ont été données. Donc, un dividende, c'est une activité, solution de financement. L'achat d'un véhicule, donc les véhicules, ils sont immobilisés, donc c'est des investissements, activité d'investissement. Les impôts payés, donc une activité d'exploitation. Et le remboursement d'un prêt de la clinique 1 que la clinique 1 a octroyé à la clinique 3. Donc, il n'y a pas d'impact parce qu'on reprend justement le petit schéma, l'organisation de la société. Donc, on voit que la clinique 1, 2 et 3 sont des sociétés sœurs et qu'au niveau de la consolidation de la clinique dentaire SA, les opérations internes sont éliminées, donc pas d'impact sur notre tableau de flux de trésorerie. Donc voilà, une petite question pour se mettre en jambe avant d'attaquer justement le tableau de flux de trésorerie. Donc, comme j'ai dit, c'est vrai qu'il y avait beaucoup d'informations qui étaient données et peu de cases vides à remplir. Donc, la première case à remplir était le bénéfice avant impôt. Donc, il fallait simplement reprendre au niveau des comptes le bénéfice avant impôt qui était donné. Ici, les 3 568 000. Donc, après, tout nous est donné. Ensuite, le point suivant, c'était les impôts payés. Donc, ce qu'il faut faire attention justement au niveau des comptes
au niveau des bilans ou des comptes de résultats, c'est que les impôts payés, il peut y avoir une partie qui sont payés, donc dans les charges, ou une partie qui sont dans les provisions au niveau du bilan. Donc, c'est ce qui se passe ici. Donc, c'est vrai qu'on avait, si on reprend notre bilan et notre compte de résultats, donc les impôts, donc voilà, on les retrouve au niveau des comptes de résultats, donc moins 645, charge, et également au niveau de la provision pour impôts. On voit qu'en 2023, on avait une provision de 640 et en 2024, on a une diminution de provision de 100. Enfin, une provision de 100, donc une diminution de la provision de 540 entre 2023 et 2024. Si on revient, donc du coup, on a deux impacts. Donc, il y a deux façons de calculer. C'est vrai que la version que vous avez eue, c'était justement pour voir la provision pour impôt à l'état initial. Donc, c'est de prendre les 640 de 2023 plus les paiements qu'on a fait en 2024. Donc, 1285 avec un état final à 100. Donc, ça nous donne des paiements de 1185. Ou alors, l'autre variante, c'est vrai que c'est de prendre les impôts de moins 645. On a vu que la variation de provision pour impôt était de 540, donc une diminution de passif. Donc, ensuite, une diminution de passif, ça vient une diminution de cash flow. Donc, au niveau des impôts payés, donc on a nos moins 640, moins 540 et on retrouve nos moins 1185 qu'on peut reporter à ce niveau-là. Il n'y avait pas d'autres éléments pour les flux de trésorerie d'activité d'exploitation. Donc, on peut faire le total de tout ce qui est mentionné avant pour arriver à 7 827. Ensuite, on arrive au niveau des flux liés aux investissements. Donc, un seul élément, donc les investissements en immobilisation corporelle. Donc, également aussi, où est-ce qu'on les trouve aussi à deux positions. C'est vrai qu'au niveau du compte de résultat, et d'immobilisation des amortissements, donc on les trouve ici, les amortissements de 2 204 000 francs en 2024. Et au niveau de l'actif immobilisé, des immobilisations corporelles, donc on a vu qu'ils ont pris le total. Donc, le point de départ, 8 284 000 en 2023 et un solde de 6 386 000 en 2024. Donc, si on revient, en tenant compte de ces deux informations, donc les immobilisations corporelles au 31 décembre 2023, 8 284 000, auquel on enlève les amortissements, moins 2 204 000, ce qui nous donne 6 80 000. On a vu que nos immobilisations corporelles au 31 décembre 2024 sont de 6 386 000. Donc, on a augmenté nos IMO de 306 000. Donc, notre actif a augmenté, ce qui veut dire que notre cash flow a diminué. Donc, là aussi, c'est vrai que j'ai mis une petite variante aussi, si on se base directement sur la variation des immobilisations corporelles, donc moins 1898. On a des amortissements pour moins 2204. Donc, les amortissements sont supérieurs à notre variation des IMO corporels. Donc, on a eu un investissement de 306. Et là, le total des flux de trésorerie d'activité d'investissement, on a une position, donc moins 306. Nous arrivons au niveau du financement. Donc là, il y a deux positions. Donc, l'augmentation des dettes envers Dental Universal Limited. Donc là, il suffisait de prendre notre bilan, où l'on voit qu'on a les capitaux étrangers à long terme, les dettes envers Dental, donc 15 345 000 au 31 décembre 2023, contre 16 910 000 en 2024, une augmentation de 1 600 000, de 1 565 000. Donc, une augmentation d'actifs, une augmentation des passifs, donc l'augmentation du cash flow de 1 565 000.
au niveau de la distribution de dividendes, donc comment trouver la distribution de dividendes? Donc c'est vrai qu'en fait, il faut partir de l'état final 2023. Donc notre réserve issue de bénéfices, donc 15 626 et un bénéfice de 3 17 en 2023. Donc, pour trouver notre distribution de dividendes, en fait, donc ce sera le total de ces deux positions qui, justement, sont au niveau du report de l'exercice, sont mis ensemble au niveau de réserve issue des bénéfices. Donc, nous avons 18 millions. Donc, si on revient à notre calcul. Ouais, donc voilà, donc c'est vrai que les réserves issues de bénéfices plus le bénéfice annuel, donc 18 643. Et au fin 2024, notre réserve issue de bénéfices est de se monter à 16 143. Donc la différence, c'est notre dividende, donc une distribution de moins 2,5 millions, donc qui est des distributions des cash en moins, donc moins 2,5 millions. Et en ayant complété ces deux positions, du coup, on peut faire le calcul pour l'activité de financement, donc moins 935. Et normalement, du coup, si vous avez complété tout juste, on retombe sur les 6 586 000 de variation des liquidités. Donc voilà pour le problème 3. Donc au niveau du problème 4, maintenant, donc c'est l'impairment. Donc là aussi, donc une donnée avec plusieurs cash generating units. Donc, avec chaque fois des cas différents. Donc, on peut prendre directement les petites questions. Donc, le problème A, il se concentrait sur la CGU A. Donc, la CGU A, donc là, on nous donne une valeur comptable, une valeur nette de réalisation. Ensuite, on nous donne une valeur d'utilisation qui est calculée sur les cash flows annuels de 600, avec un intérêt de 6%. Et la question était, quel est le montant de l'impairment devant être effectué pour la CGU au 31 décembre 2023? Donc, au niveau de la solution, donc, en reportant toutes les valeurs différentes, donc on a notre valeur comptable de 2,2 millions, notre valeur nette de réalisation, notre valeur d'utilisation, donc c'est l'actualisation des cash flows des 4 prochaines années, donc les 600 divisé par 1,06 pour la première année, plus les 600 divisé par 1,06 au carré, etc. Donc aussi, si vous avez les fonctions au niveau de la calculatrice, donc c'est vraiment c'est 4 années pour un flux de 600 et un taux de 6%. Donc, notre valeur d'utilisation est de 2079. Ensuite, justement pour déterminer la valeur au 31 décembre, donc il faut qu'on compare la valeur comptable à la valeur réalisable. Et notre valeur réalisable, c'est notre maximum entre la valeur nette de réalisation et la valeur d'utilisation. Dans notre cas, 2,79 millions. On compare aux 2,2 millions, donc ce qui veut dire qu'on a une valeur réalisable qui est inférieure à la valeur comptable, donc on devra passer un impairment de 121. Au niveau du problème B, donc là on est sur la CGU B, aussi calculer l'ajustement de la valeur. Donc là on nous donnait l'acquisition au 1er janvier 2020 pour un prix de 1200. Ensuite, des amortissements linéaires sur 6 ans, un impairment en 2021 260, et puis ensuite un possible reverse de l'impairment en 2023. Et enfin, une valeur réalisable de 450 qui a été définie. Donc, beaucoup d'informations qu'on peut essayer de regrouper de cette façon. Donc, au 1er janvier 2020, on a un coût d'acquisition de 1200. Donc, les premiers amortissements, donc c'était linéaire sur 6 ans, donc 200 par année, ce qui fait qu'au 31 décembre 2020,
on a une valeur comptable de 1000. Au 31 décembre 2021, on a une valeur comptable de 800. Et on nous dit qu'en 2021, un impairment de 160 a été comptabilisé. Donc là, du coup, notre valeur comptable, que j'ai mis ici 2, est de 640. Et les amortissements, ils continuent d'être linéaires. Donc, il nous reste au 31 décembre 2021, donc on a déjà amorti sur 2 ans, il nous reste donc 4 ans. Et donc, les 640 divisé par 4 ans, ce qui nous fait un amortissement de 160 par an, par année, que j'ai reporté ici. Et donc, notre valeur comptable après impairment et après les nouveaux amortissements, donc au 31 décembre 2022, 480, au 31 décembre 2023, 320. Et la question était justement quelle est la valeur au 31 décembre 2023? Donc, il nous avait donné une valeur réalisable de 450 et une valeur comptable, et du coup, on a calculé la valeur comptable de 320. Ce qui fait qu'on doit réévaluer notre bien. Toutefois, si on avait continué la première option, donc d'amortir les 1200 sur 6 ans, on serait arrivé à une valeur comptable au 31 décembre 2023 de 400. Et cette valeur est inférieure aux 450, donc ce qui veut dire qu'on va faire une réévaluation au maximum jusqu'à la valeur comptable de 400 et non à la valeur réalisable de 450. Au niveau du troisième petit cas, donc c'était sur la CGU-C, donc là on avait deux types d'actifs, donc une émo corporelle à 500 et un goodwill de 800. Et au 31 décembre 2023, on a fait un impairment et il se monte à 1000. Donc comment est-ce qu'on va valoriser ces deux actifs? Donc le goodwill, 800 et 500, notre point de départ, 1300. On sait qu'en cas d'impairment, on amortit le goodwill en priorité, moins 800, ce qui fait qu'au 31 décembre 2023, nous n'avons plus de goodwill. Et donc, des 1000 francs de l'impairment qui étaient donnés, il reste encore 200 qu'on peut appliquer aux Immocorp, ce qui nous donne une valeur de 300 au 31 décembre 2023. Et ensuite, les problèmes D et E, ce sont deux petites questions théoriques, donc aussi appliquées selon les IFRS. Donc, au niveau D, donc c'est vrai que c'était les trois niveaux au niveau de la fair value qu'on retrouve dans les IFRS 13. Et là, il était mentionné justement dans la question de faire référence à la norme IFRS. Donc ça fait toujours, s'il y a cette petite phrase, c'est qu'il y a certainement des points à la clé, donc ne pas oublier ce petit détail. Et sinon, c'est vrai que la deuxième partie, c'est vrai que la valeur d'utilisation, la valeur nette de réalisation qui est déterminée et qui est supérieure à la valeur comptable de l'actif pertinent, il est inutile de procéder à une perte de la valeur. Donc voilà pour le problème 4. On arrive au dernier problème, donc sur les impôts différés du groupe. Donc là aussi, la donnée est dense, donc beaucoup d'informations. Donc on part d'un bilan IFRS pour arriver à un bilan fiscal au 31 décembre 2024. Donc on a nos différents points, donc des informations sur l'évaluation justement des différentes positions du bilan, donc les différences entre les IFRS et justement le bilan fiscal qui est autorisé. Donc, si on va sur notre tableau, directement dans la solution, donc le premier point qui était les créances, donc on nous donnait, voilà, on nous disait que les 416, c'était le 90, comportait déjà une provision de 1,2%. Donc, comme nous sommes, et
donc, on doit calculer donc, nos 416, c'est 98,8% des créances. Et justement pour calculer les 5% autorisés fiscalement, donc on va devoir faire une petite règle de 3 pour trouver les 100%. Donc, si nos 416, c'est nos 98,8%, donc notre 100% des créances, c'est 421. Sur ces 421, on peut appliquer les 5%, donc ce qui nous donne un bilan fiscal de 400. Donc ici, les 400 et notre écart entre le bilan IFRS et le bilan fiscal, ce sont nos 16 et non nos 21 ou autres chiffres. C'est vrai que la petite particularité, c'était de retrouver les 100% des créances pour appliquer le bon taux de provision. Au niveau des stocks, donc, on nous disait que les stocks a été comptabilisé pour une valeur de 100%. Donc, fiscalement, on a notre réserve de 1 tiers qui peut être déduite. Donc, là, pas de souci au niveau du calcul. Donc, 1 tiers de 390, c'est les 130. Un bilan fiscal de 260 et une différence et un écart temporaire de 130. Et au niveau des liquidités, aucun écart. Tout comme au niveau des machines. Donc, au niveau des machines, pas d'écart, mais au niveau de la variation des machines, justement, des amortissements. Du coup, là, on va quelques petits calculs à faire. Donc, on nous disait que au niveau IFRS, les machines sont amorties linéairement. Par contre, au niveau fiscal, c'est un amortissement dégressif qui est appliqué au taux de 40%. Donc, si on prend justement le petit calcul, donc en 2023, donc l'amortissement IFRS, il est de 75, donc 450 divisé par 6 de façon linéaire, donc 2023-2024, pas de changement au niveau IFRS. Au niveau du droit fiscal, donc il est dégressif de 40%. Donc, 40% de 450, ça fait 180 la première année et du coup 108 la deuxième année. Ce qui nous crée des écarts en 2023 de 105 et en 2024 de 33. Donc, on va venir corriger notre valeur des amortissements, donc de 105 et de 33, 288, et ce qui nous crée un écart temporaire de 138. Au niveau des participations, pas de changement. Au niveau des capitaux étrangers, idem. Les dettes également. Les provisions. Là aussi, il y avait un petit paragraphe sur les provisions, le point 4. Donc, on nous disait qu'avec le même montant, donc au 31 décembre, une réserve latente de 40 est constituée dans le bilan fiscal. Donc, on va augmenter. Donc, on va augmenter nos provisions de 40 et donc créer un écart temporaire de 40. Au niveau des engagements de retraite, donc là aussi, il y avait un petit piège. Donc, on nous disait. Donc, voilà, donc les engagements de retraite ont diminué de 20 par rapport à l'année précédente. Et donc, nous avons les 250, c'est la situation au 31 décembre 2024. Ce qui veut dire qu'en début d'année, on était à 270. Et donc aussi une correction, et donc la correction de 20 pour arriver à au moins 250, car justement dans notre bilan fiscal, on n'a pas de provision liée aux engagements de retraite. Donc voilà pour les ajustements. Et la contrepartie de ces ajustements, du coup, ils vont se retrouver dans les réserves issues de bénéfices ou les résultats annuels. Donc, qu'est-ce qui se trouve dans les résultats, dans les réserves issues des bénéfices? C'est tous les ajustements qui ont eu lieu dans les années précédentes, en fait. Donc, on retrouve les 105 pour les amortissements 2023 et les 270 des engagements de retraite au 1er janvier 2024. Et tous les autres ajustements qui ont eu lieu
dans le courant de l'année, qui concerne l'année 2024 sont reportés dans le résultat annuel. Du coup, on a notre total des ajustements doit être à nul et doit avoir un bilan équilibré, un bilan fiscal équilibré à 2620. Le total des écarts temporaires est de 74, du coup. Le problème B de ce cinquième problème, donc c'est calculer les impôts différés sur une base nette par rapport au problème C, où il nous demande justement de faire la distinction entre les impôts différés actifs et impôts différés passifs. Donc, en partant d'une base nette, on peut partir de nos 74 qu'on trouve ici. Donc, c'est 74. Ensuite, aussi dans la donnée qu'il ne faut pas oublier, c'est vrai que dans ces écarts, on parle d'un report de perte. Donc, au 31 décembre 2024, il existe des reports de perte de 95 pouvant être compensés fiscalement. Donc, on va en tenir compte dans le calcul des ajustements des impôts différés. Donc, les 74, un report de perte de moins 95, parce que c'est quand même le report de perte vient diminuer notre résultat, donc diminuer notre passif d'impôt. Le total, donc on est à moins 21 et on nous donnait comme le taux d'imposition à 26,5%. Du coup, on a un actif d'impôt différé de 5,565 si on prend au niveau net. Et le problème C, donc le dernier petit cas, donc là, on demande de faire la distinction entre les impôts différés actifs et les impôts différés passifs. Donc, dans la donnée, on nous donnait l'état de ces deux positions au 31 décembre 2023, donc qui était 101,25 pour les impôts différés actifs et 26,25 pour les impôts différés passifs. Ensuite, toute la problématique qu'on retrouve ici, et la problématique, justement, c'était de déterminer qu'est-ce qu'on mettait du côté des actifs et qu'est-ce qu'on mettait du côté du passif. Donc, du côté des actifs, finalement, c'est tout ce que, c'est les avantages qu'on a à ce jour au niveau des impôts. Donc en fait, ce sont les chiffres négatifs de la colonne des écarts temporaires. Donc, le moins 250. Mais comme dans le problème B, il ne faut pas oublier qu'on a également les 95 de report de perte, ce qui nous donne 345, sur lequel on applique le taux de 26,5%. Donc, on arrive à 91,425 au 31 décembre 2024 de valeur d'actifs d'impôt différés. Donc, l'écart entre le 31 décembre 2023 et le 31 décembre 2024, donc on a une baisse des actifs d'impôt différés. Des baisses des actifs d'impôt différés, donc notre charge fiscale va augmenter de 9,825. Et pour les passifs d'impôt différés, donc pour trouver la valeur au 31 décembre 2024, donc on va prendre tous les autres ajustements qui ont eu lieu durant notre exercice de conversion, donc les 16, les 130, les 138 et les 40, ce qui nous donne 324, auquel on applique 26,5% pour arriver à nos 85,860. En partant de moins 26,250 pour arriver à moins 85,860, on a une hausse des passifs d'impôts différés de 59,610. Et cette hausse des passifs se répercute aussi par une augmentation des charges fiscales au débit. Donc, charges fiscales à impôts différés passifs, 59,610. Donc, voilà pour la correction de cet examen sur la consolidation. Donc, c'est vrai les données étaient longues, complexes, et il y avait pas mal d'informations qui étaient données. Donc, c'est vrai qu'il est important de bien faire le tri entre les informations qui sont utiles, celles qui sont un peu moins, et puis toujours savoir dans quelle situation on se trouve, quels sont les taux à appliquer, quelle est la date à laquelle on se trouve aussi, car c'est vrai que toutes ces petites
toutes ces petites informations ont leur importance. Donc, c'est vrai qu'il faut bien lire les données et puis et pas hésiter justement enfin, à mettre en évidence ces données pour pouvoir les ressortir facilement si justement si vous passez l'exercice et que vous voulez revenir plus tard sur un exercice afin de gagner quand même du temps. Parce que le temps, ça reste quand même la clé de ces examens et il est précieux. Donc, voilà pour la correction. Donc,